Ça y est, on l'a fait. Waouh! C'est ta phrase magique. Eh oui, bah voilà. Comme Il faut qu'on arrête d'avoir des idées un peu débiles. Hein. Ouais. Mais bon, on a Non. eu cette idée, on a voulu le faire et ça a marché. Donc voilà, on C'est est pas très une fiers. idée si Non, débile mais que ça, c'est beaucoup puisque de travail. vous étiez assez de centaines pour les mettre au pluriel. Vous étiez plusieurs 2 dizaines. centaines. Voilà, vous étiez plusieurs dizaines à suivre les ateliers, les conférences. On a vu des questions dans les chats, on a vu beaucoup d'interactions. Et puis surtout, on a vu aussi pas mal de beaux mondes en matière de comptes de société, d'entreprises présentes pendant ces 2 jours de Marketing 21. Mais ces 2 journées ne sont pas terminées, Victoria. Non, c'est pas terminé parce qu'on a encore la dernière conférence. Alors bah, voilà, miser sur le live, bah, c'est vrai qu'on ne pouvait que finir sur ce thème. Donc je ferai l'interview à Thierry. Donc, Voilà. Thierry, première question, peut-on parler déjà d'histoire quand on parle de live? Oui, et puis merci de nous donner la parole parce qu'on a pris le risque de carrément faire cette dernière conférence en live pour exprimer le thème. Alors oui, sur la question peut-on parler déjà d'histoire, le live streaming, eh bien c'est pas si récent que ça, c'est pas merci pour les likes, je vois que ça bouge du côté de la chatroom, merci beaucoup. Je vais essayer de voir s'il y a des questions pendant qu'on échange. C'est pas à cause de la pandémie, c'est pas seulement ces derniers temps que cette technologie a vu le jour, puisqu'il y a un monsieur dans les années 1920 qui avait déposé un brevet, qui avait imaginé pouvoir transmettre de l'audio et de la vidéo. Alors lui, je pense qu'il parlait plutôt d'images parce que c'était difficile d'imaginer qu'un jour il y aurait de la vidéo en 1920. Mais voilà, il y a un brevet qui a été déposé et à l'époque ça s'appelait MUZAK, M-U-Z-A-K. On n'a malheureusement pas assez d'informations pour savoir qu'est-ce qui est passé par la tête de ce chercheur qui avait imaginé déposer un brevet sur ce mode de transmission. Voilà, donc allez faire un tour sur Wikipédia si jamais pour continuer la découverte. Alors, premier souvenir, le web, Paris, Quick. Oui. Que peux-tu dire? Quick a été un élément clé, c'était une technologie assez bluffante, assez innovante, puisque à peu près à la même époque, il y a ce monsieur aussi qui s'était mis en scène, Justin TV, qui avait décidé de se filmer, de transmettre tout ce qu'il vivait. Et Quick, eh bien, c'était une application un peu particulière, puisqu'elle venait sur un iPhone. Alors, je vous rappelle, si jamais vous avez oublié, mais le premier iPhone faisait que des photos moches, puisqu'effectivement, en plus, le capteur était très très bas en résolution et il était incapable de faire des vidéos. Donc, il fallait jailbreaker son appareil à la pomme pour pouvoir le transformer en caméscope et en plus, on transformait cet appareil en unité de production mobile en live streaming. QIK fut effectivement une des premières applications qui ont un petit peu ouvert la voie à la démocratisation de je suis mon propre producteur de contenu et en plus je le fais en live avec un iPhone comme ça qui tient dans la poche. C'était assez révolutionnaire et c'était une des apps favorites que j'avais effectivement dans mon tout premier iPhone qui était jailbreaké, bien évidemment. Eh bien, alors le live streaming, alors quels ont été les premiers usages? Alors, c'est vrai qu'effectivement, les premiers usages, c'était difficile de trouver le modèle économique, de trouver effectivement à qui ça pouvait s'adresser, tant au niveau du public qu'au niveau de ceux qui produisaient du contenu. On rappelle qu'à l'époque, la bande passante, c'était pas ça. Les coûts, ne serait-ce que pour filmer, produire du contenu, pour mettre en place une équipe de tournage, même si effectivement les caméscopes ont réduit de taille, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de YouTube, donc sont venus des acteurs ici sur ce créneau dans l'univers professionnel et principalement les médias, puisque aux États-Unis, sur le continent américain, ce sont principalement les médias qui ont étendu leur offre télévisuelle sur du live streaming, donc du contenu qu'on pouvait voir ou revoir pour les plus aguerris sur Internet. Encore une fois, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas YouTube, donc on était aussi tributaire d'une technologie, des outils, de l'interface. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent Reel Media, Flash et toutes ces technologies qui ont été des étapes avant qu'on puisse
plus poser la question de savoir où est-ce que je pose ma vidéo et comment je la rends disponible. À l'époque, effectivement, c'était des questions très, très difficiles à surmonter. Et puis, justement, il y a des acteurs qui se sont fait remarquer, qui sont sortis du lot, puisque live streaming, anciennement Mogulus, je vous en parle parce qu'en fait, à la base, cette société avait 3 fondateurs et il y avait un Suisse. Ils étaient basés à New York et eux ont été un des acteurs principaux du live streaming professionnel, on va dire, qui s'adressait justement à ces médias, à ces chaînes de télévision, qui vendaient comme ça leurs services à ces diffuseurs. Et puis pour la petite histoire, si je vous parle de live streaming, eh bien c'est une compagnie qui a été récemment rachetée par Vimeo, qui vient d'être cotée en bourse. Ça se passe pas très très bien pour trouver le modèle économique, comme quoi on peut avoir été, voilà, on a pu être comme ça, à anticiper, à être précurseur, mais après forcément, c'est pas une obligation que ça suive direct sans encombre. Donc on comprend que la technologie a dû évoluer, ce qui explique aussi que les marques sont pas tout de suite rentrées dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui a fait, parce que je ne sais pas si tu as quelques exemples à nous donner, de marques qui maintenant commencent vraiment à utiliser le live comme un outil de communication. De plus en plus, effectivement, le live streaming fait partie des outils, de la boîte à outils de communication des marques. Tout ça, ça s'est accentué méchamment avec cette crise. On a dû se réinventer pour certains événements présentiels qui, pour le coup, ne pouvaient plus exister effectivement à cause de la pandémie. Alors, je vous ai trouvé quelques case studies. Un des plus célèbres, c'est notre ami Travis Scott qui, dans le jeu Fortnite, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un jeu vidéo, c'est pas pareil. Oui et non, puisqu'en fait, on a une audience, on a un public cible, on a la possibilité effectivement de transmettre un message publicitaire, en l'occurrence ici, une star de rap, et qui, pour la petite histoire, dans une partie de Fortnite, a réuni juste 12 millions d'auditeurs, de spectateurs. Et c'était assez intéressant comme expérience, puisqu'on pouvait s'immerger dans cette expérience 3D avec votre avatar, votre personnage de jeu. Travis avait aussi son avatar. Exactement, qui était juste gigantesque, et on pouvait se balader, on pouvait s'approcher de lui. Alors là, on va plus loin que le simple live streaming. Puis le live streaming a toujours été aussi un outil utilisé, chouchouté par les gens de la culture, de la musique, de l'art. On a pas mal de groupes de musique qui se sont essayés. Un autre exemple assez récent, c'est Coldplay qui s'est lancé aussi à faire des concerts exclusivement sur ce support. Donc, pour la petite histoire, il se vend des billets. Vous pouvez acheter des billets. Il s'achète des billets de concert, même si, effectivement, ça se passe pas dans une salle de concert physique. Et puis un autre secteur là qui est toujours aussi qui amène les nouveautés, c'est la mode. Oui, la mode. Alors effectivement, les défilés de mode, vous avez vu l'été passé déjà, en tout cas pour les avènements des collections, il y a Elle, le magazine, qui a fait pas mal de choses par rapport aux défilés de mode, qui a aussi réinventé ce mode-là. Après, les marques elles-mêmes de haute couture se sont permises de le faire par leurs propres moyens. Il y a aussi l'horlogerie, le luxe. On a des exemples ici en Suisse où, par exemple, certaines marques qui avaient été innovantes aussi avec l'avènement des réseaux sociaux. Je pense ici à Baume & Mercier, qui a été une des premières à communiquer au travers de la vidéo sur, par exemple, Facebook. Et Audemars Piguet qui s'est aussi retrouvé à présenter des modèles, de les présenter en live pour des clients sélectionnés sur le volet, où là, il est possible de découvrir des nouveaux modèles ou des sorties exclusives avec une expérience, somme toute, pas si frustrante que ça. Il manque juste la possibilité de toucher effectivement l'objet, la montre que vous voulez peut-être acquérir. Et puis, dans les autres marques, on va parler d'une marque que vous connaissez bien, Facebook, puisque je l'ai mis dans la liste parce que Facebook, avec Facebook Live, a aussi méchamment changé la donne depuis quelques années en proposant un outil qui s'intègre sur votre profil, sur votre page, même dans les groupes maintenant, actuellement, puisque eh bien, ça a rendu encore plus facile l'accès à cette technologie. Du côté de nos amis français, on a deux grandes marques,
assez imposantes, assez importantes, EDF, SNCF, qui n'en sont pas à leur premier exercice que justement d'innover dans leur com au travers de live. J'ai eu la chance pour ces deux marques, entre autres, de pouvoir collaborer depuis la Suisse, parce que c'est aussi ça, la possibilité, la richesse du live, c'est de pouvoir agir depuis n'importe où, même s'il y a un petit peu de présentiel. Et dans le secteur B2B, LinkedIn arrive aussi maintenant. Hein. LinkedIn qui avait effectivement, tu as raison, proposé aux internautes, aux usagers de LinkedIn de déjà publier des vidéos en natif, c'est-à-dire de pouvoir physiquement déposer une vidéo comme on le fait avec des photos. Ça a un gros impact. Hein. Faites le test, vous verrez, les algorithmes sont très friands de contenu de ce type-là, et ils le sont encore plus quand vous êtes à l'origine de votre propre live. On a eu l'occasion de recevoir Cyril de l'Astérie, alias 2020, qui lui a eu la chance d'être accepté, parce que nous, on attend toujours. Voilà. Et qui, par exemple, pour son e-branding, s'essaye au live tous les mois, toutes les semaines, tous les dimanches soirs. Il réunit du monde, c'est très participatif, c'est très, effectivement, interactif pour pouvoir, pourquoi pas, travailler votre propre marketing au travers d'un réseau professionnel comme LinkedIn. Tout ça, j'ai presque envie de dire, c'est le début, parce qu'en Chine, c'est l'explosion. Il y a un jeune homme là qui fait, chaque fois qu'il présente les nouvelles tendances de rouge à lèvres, il en vend des millions. Oui. En une seconde, tous les produits sont vendus. Donc, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Et puis là, les Asiatiques ou les Chinois, pour être plus précis, ont beaucoup à nous apprendre, parce que dans le cas précis, effectivement, le live shopping, c'est ce que tu cites comme exemple, c'est monnaie courante chez eux, c'est-à-dire vous faites un live, vous présentez un produit, vous dites ce que vous en pensez, et puis vous avez le bouton en bas pour l'acheter. On sait en plus que les réseaux sociaux en Asie en général sont très simples d'utilisation pour vous faciliter la vie pour l'achat. On a aussi ces exemples de live streamers, de streamers plutôt, on va les appeler comme ça, qui gagnent leur vie simplement en mangeant des plats de pâtes ou simplement en se filmant en train de dormir. Sachez que ça peut paraître assez idiot, mais derrière, il y a une opportunité dingue de revenus. Et tout ça, ça a été démarré bien avant nous. Il faut savoir que, par exemple, avec l'État chinois, c'est très difficile de publier quelque chose sur des réseaux sociaux. Le live streaming, c'est encore plus compliqué à contrôler. Cette instantanéité nous empêche l'État chinois de verrouiller, de surveiller tout ça. Et il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu en gagnant leur vie avec ça, et qui sont aussi rattrapés par les marques. Les live shoppers sont très sollicités. Bon, ils ont une chance énorme, c'est qu'ils avaient WeChat. Ils avaient dès le départ un outil qui permettait d'acheter en ligne de manière très fluide. Donc ça aide aussi. Hein. Exactement. L'importance effectivement des plateformes où tout est intégré, le paiement, le chat, la mise en contact, et puis toutes les actions qu'on peut déclencher, puisqu'effectivement les taux de conversion sont juste incroyables. On est bien loin des influenceurs ici européens qui vont par exemple à Dubaï juste pour faire des posts Instagram. Je dis ça, je dis rien. Il faut dire qu'en Chine, pour chaque jeune, il y a 4 adultes. Donc, ils ont un pouvoir d'achat qui est quand même plus important qu'on l'imagine. Hein. Donc, revenons sur les plateformes qui sont mises au streaming. Est-ce que ça a été facile pour elles, ou c'est finalement un chemin obligé, elles ne peuvent pas ne pas y venir? Alors, c'est vrai que j'ai cité avant l'exemple de Facebook. Facebook a eu le fin nez de mettre à disposition cette technologie. Ça a sacrément aidé à démocratiser le live streaming. Si je reviens sur l'exemple de l'iPhone qu'il fallait jailbreaker, c'était pas forcément à la portée de tout le monde. Alors, le smartphone a été une des plateformes qui a sacrément boosté tout ça. Facebook, les réseaux sociaux. Maintenant, quand on parle de live, on pense à Facebook, on pense à YouTube, on pense à Instagram, on pense à Periscope qui a fermé il y a quelques semaines. Hein, c'était le 1er avril de cette année, après 6 ans de bons et loyaux services. Un service racheté par Twitter, et qui s'était battu contre Meerkat, qui était, pour le coup, à mon humble opinion, bien mieux fichu que Periscope. Mais voilà, Twitter va pas pour autant laisser tomber le live streaming. YouTube aussi. YouTube est venu sur ce créneau parce qu'ils avaient déjà essayé de grappiller un petit peu ce qui se passe dans le gaming. Hein. En face d'eux, ils ont Twitch qui, à la base, était dédié justement
au monde du gaming, eh bien, a raflé cette audience, a raflé l'intérêt des marques à aller là-dessus, hein, les éditeurs de jeux vidéo, et le marché du e-sport est tel que ben voilà, c'est une grosse perte, un virage totalement manqué par YouTube, mais YouTube est toujours là pour vous proposer effectivement l'alternative du live. Et puis viennent aussi toutes ces petites applications qui, au fur et à mesure, pensent aussi au live. On a cité LinkedIn. Alors pour le coup, c'est pas une petite application, mais voilà, même un réseau professionnel songe à proposer le live streaming. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Ce qu'il faudrait peut-être se dire, c'est que le live streaming peut concerner tout le monde, peut concerner toutes les marques, tous les communicants. Il faut maintenant vous trouver un objectif pour le faire. C'est plus une question ou un problème de technologie. J'aimerais préciser que sur Twitch, on a eu l'occasion de... Bon, on est diffusé, nos Coming Mag Live sont diffusés, mais chaque fois, on a eu des retours d'une qualité. C'est hallucinant. Oui, c'est vrai. Parce qu'on dit que c'est les jeunes gamers, mais alors, si c'est ça l'avenir, alors attention, hein, c'est les meilleurs marketeurs du monde. Oui. Les communicants, c'est juste de la tuerie. On a toujours été, mais scotchés. Hein. Oui, et puis d'ailleurs, pour la petite histoire, sur Twitch, on peut voir beaucoup d'autres acteurs que des gamers s'essayer. Hein. On n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour se remémorer l'exemple des politiques français et d'autres, hein, d'autres pays qui vont sur ces réseaux, qui ont leur propre audience. C'est vrai que quand on nous pose la question sur quelle plateforme faut-il streamer, eh bien, moi j'aime répondre toutes, puisque le public Facebook sera pas le même que YouTube, sera pas le même sur Twitch. Et pour une marque, eh bien c'est important de pouvoir effectivement sectoriser, définir. Quand bien même là, je secoue un petit peu le cocotier, on pourrait se retrouver à transmettre le même type de contenu. C'est au niveau de l'animation, au niveau des fonctionnalités que là, l'un et l'autre ne se ressemblent pas et ça vaut la peine de les travailler un petit peu. Oui, puis le ton aussi, il faut peut-être l'adapter parce que ça c'est important. Donc, revenons à la Suisse, à notre contexte. Donc, on a mis du temps à comprendre l'intérêt du live. Toi, tu as toujours parlé du live et beaucoup de gens disaient, mais bon, à quoi bon? Le Covid a été un accélérateur, ça c'est indéniable, mais que se passera-t-il après cette période de Covid, lorsque la vie d'après sera enfin la vie de maintenant? C'est une bonne question parce que la vie d'après sera peut-être pas la vie d'avant. L'histoire de la crise nous a montré que, par exemple, un live, c'est pas faire un Zoom, c'est pas faire un Teams, c'est pas faire un Skype. Ça, je le répéterai assez souvent parce que je l'entends malheureusement encore très très souvent. C'est le principe même de converser avec quelqu'un au travers d'un de ces outils. Ce n'est pas faire du live, c'est un outil de communication. C'est par exemple dire que c'est l'outil de l'appareil téléphonique qu'on avait accroché au mur qui a simplement évolué et qui maintenant nous suit partout dans notre poche et nous permet de voir son intervenant très très facilement. Donc voilà, la crise, elle a accentué, comme vous le savez, là j'enfonce une porte ouverte, l'usage des outils numériques. Hein. C'est ni un IT manager, ni un CEO d'entreprise, c'est un virus qui nous a obligés à nous numériser. Et donc du coup, cette crise, elle a aussi créé des vocations. Et puis pour un petit peu boucler la boucle avec cette conférence, on va venir sur l'histoire des Coming Mag Live, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de nous rappeler que en fait les Coming Mag Live, on s'est appliqué nous-mêmes voilà, ils ont vu le jour à cause de la crise et pendant la crise. C'était en mars 2020 dernier. Effectivement, on s'était dit à l'époque, cette fois-ci, on est obligé de le faire. On y avait songé. Absolument. On trouvait jamais le temps. Voilà. On avait la grande envie de rester en contact avec les agences de pub, de communication, et ça a été très très bien accueilli. Et puis quelqu'un nous a dit, maintenant que vous avez ce créneau, le lâchez plus. Et voilà, une année après, 220 lives plus tard, on est là à pouvoir dire furieux, on s'est retrouvé à faire les choses naturellement. Donc, pour répondre à la question, l'après-Covid, c'est peut-être aussi faire continuer à exister ces outils. On a d'autres exemples qu'on peut inscrire dans le temps. Celui du meilleur d'eux, puisque le meilleur de la pub qui s'était tenu le meilleur de la pub qui s'était tenu en présentiel au Studio 4 de la RTS a existé à double en live sur Periscope à l'époque. Il y a 5 ans, ça c'était il y a 5 ans. Voilà. Donc autant il y avait cet événement présentiel important,
on rappelle les faits, on s'est payé, c'était une année assez conséquente pour nous de faire un meilleur de la pub dans le studio 4 de la RTS parce que c'est conséquent à organiser, c'est coûteux, c'est vraiment important, mais c'était l'effet RTS qu'on souhaitait avoir pour réunir tous ces professionnels, une soirée haute en couleurs qui avait réussi, dans laquelle on a eu l'outrecuidance de venir avec nos propres caméras pour justement transmettre une partie de cette soirée en live qui fut aussi intéressante que la soirée elle-même pour celles et ceux, par exemple, qui n'avaient plus l'occasion de venir à la RTS à cette soirée présentielle. Ça semblait surréaliste à l'époque, Oui. mais on a touché pas mal de monde. Hein. Oui, puis de nouveau, là, ça remonte à 5 ans. 5 ans, donc méchamment anticipant. Un meilleur du web aussi s'est tenu à l'EPFL. On avait l'EPFL à l'époque comme partenaire qui nous a soutenus pendant plusieurs années. On a eu jusqu'à 11 000 personnes sur un live sur Periscope pour une transmission, effectivement, également sur le web, d'un meilleur du web. Alors ça, c'était nos débuts et c'était complètement fou de savoir qu'il y avait plus de 11 000 personnes qui suivaient un prix qui se tenait à Lausanne. Là, pour le coup, c'était quelques centaines de personnes qui étaient dans la salle. Ouais, c'était fou. Quoi. C'était voilà. Non, puis on a testé aussi l'année dernière, on a fait le meilleur du web. Oui, aussi, le meilleur du web qui fêtait ses 10 ans. Vous imaginez bien qu'avec la pandémie, on était un peu frustrés de ne pas pouvoir faire quelque chose de festif, de présentiel. Donc, on a fêté les 10 ans par écran et caméra interposées. Une soirée aussi qui a réuni beaucoup de monde. Une belle surprise aussi de la part des participants qui ne s'attendaient pas à ce résultat, puisqu'effectivement, on baignait dans un décor virtuel. On interagissait avec les agences. On avait un mur d'images avec les agences. Enfin, c'était vraiment, on avait plusieurs technologies en même temps. C'était vraiment, c'est extraordinaire. On a eu énormément de chance d'apprendre. Et Marketing 21 aussi était une extraordinaire. On n'était même pas sortis de cet événement que les professionnels de la pub nous ont appelés pour nous dire on veut la même chose. Là où nous, on pensait que ça n'allait pas forcément être compatible avec le marché des publicitaires, les professionnels publicitaires de la pub qui se disaient peut-être, nous en tout cas, on pensait qu'ils préféraient peut-être un événement en présentiel. En fait, ce qu'il est apparu, et pour expliquer pourquoi ils sont intéressés à cette formule, c'est que ça leur permet d'inviter leurs clients qui peuvent comme ça rester tranquillement chez eux et pas se faire draguer par les agences. C'est assez amusant comme anecdote, mais voilà, elle vient comme ça confirmer que, pour répondre à ta question, tout ça va continuer à coexister. Il y aura cette mixité, il y aura ce complément, cette complémentarité, puisqu'effectivement, on pourra plus faire sans. On pourra plus faire sans le télétravail, on pourra plus faire sans les outils numériques, puisque là, on en consomme depuis plus d'une année. Bon, on peut quand même se poser la question sur... Alors là, ça concerne un petit peu tous les organisateurs d'événements. Est-ce que le présentiel va subsister ou est-ce qu'on va arriver sur des formules hybrides ou alors est-ce qu'on passera directement au live? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'organisateur, le live permet de ne pas avoir à louer une salle, ça t'enlève plein de contraintes, il n'y a pas toute la question du catering, les gens n'ont pas besoin de se déplacer, on peut avoir des invités qui viennent d'ailleurs, donc c'est vrai que ça a énormément d'avantages, mais est-ce que le public aura envie de se voir et quelle est l'expérience qu'on va offrir? Parce que laisser des gens dans une salle pendant une journée ou 2 heures, est-ce que c'est ça l'expérience? Donc c'est une vraie question. Quelle est ton idée? Moi, je pense que, comme je le disais, ça va méchamment coexister. Mais là, on va revenir sur des discussions qu'on a eues avec des pros de l'événementiel, ces professionnels à qui on fait de temps en temps appel, qui peuvent comme ça nous accueillir dans des grandes salles. Beaucoup nous disent le retour du présentiel pur et dur, sécure, bien cadré, c'est probablement pas avant 2023. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a pas mal de sociétés qui vont empêcher ou interdire leurs collaborateurs de se rendre dans des lieux physiques, dans des lieux publics où il y aura un mélange de masse. Alors, je dis ça et en même temps, ce week-end, on a vu une expérience de plus de 5000 personnes dans un stade en France pour un concert d'Indochine où tout le monde était testé négatif, porteur de masque et même filmé dans le public. Ça permet d'avoir un compte rendu de ce qui se passe ou pas par rapport à la propagation du virus. Mais en même temps, je pense que les grandes sociétés vont pas prendre ce risque, même s'il y a ce genre de test. Donc, on va continuer à œuvrer sur le en ligne avec ces outils. Aujourd'hui, par exemple, on a pu voir pas mal de personnes se procurer un ticket et pas forcément venir aux conférences
Pourquoi? Parce qu'elles savent que pendant tout un mois, ce contenu est rendu disponible. Et ça, c'est peut-être ce qui manquait dans le présentiel. Exact. Certains proposaient du replay Oui. ou des enregistrements de conférences, mais c'était pas une obligation, c'était pas Et un on n'avait réflexe. jamais les sessions ateliers, Voilà, c'était que les voilà. plénières. Les ateliers, c'est encore plus compliqué. En fait, la plupart ne le font pas pour des questions de coût, parce que filmer tous les ateliers présentiels, c'est juste irréalisable en matière de budget. Donc, je pense qu'on va continuer sur cette lancée. On va avoir cette complémentarité qui se fera. Puis, je pense que les futurs organisateurs d'événements vont penser à cette composante. Ah oui. Je le vois, moi, pour certains de nos clients qui font appel à nos services en matière de live streaming. Eh bien, ils ont enfin compris que peut-être faire venir une personne d'Australie pour 1 heure de conférence à lire des slides qu'on peut voir à distance, avec l'avion, l'hôtel, et puis monsieur a peut-être besoin de venir avec son épouse, et donc tout ça, ça va coûter 1 semaine de déplacement. Peut-être que là, la logique va l'emporter sur les coûts que représente ce genre d'exercice. Donc on va voir, c'est l'évidence de son usage, la facilité, les coûts, la complémentarité, c'est les éléments clés maintenant qui sont plus à défendre, qui sont des évidences. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau des organisateurs que nous sommes, pour nous, c'est acquis. Nous, on est déjà très contents d'avoir aussi fait ce test de 2 jours, parce que c'était vraiment, voilà, on utilisait une nouvelle plateforme, on a enregistré toutes les conférences parce qu'on voulait être sûr que les conférences puissent être, disons, proposées. On avait tous les workshops en ligne. On a pu tout diffuser, c'est génial. On a eu quelques petits problèmes techniques au départ, mais on a vite rattrapé et on a appris énormément de nos erreurs. Donc on est prêt pour un deuxième event qui sera parfait. Oui, et puis surtout, on a quelque chose d'extraordinaire. Oui, et puis surtout, on a cet élément-là qui peut-être n'existe pas si facilement. Je vais te plonger dans un souvenir, celui d'un South by Southwest, où il y avait notre ami Elon Musk. Ah, oui. Il y avait tellement de monde qu'il a été accueilli dans 2 salles, c'est-à-dire il y en avait une où on le voyait sur un écran, donc il était impossible. Il y en avait fait un Foursquare avec 2000 personnes, voilà. Tu te rappelles? Oui. Et il nous a été impossible de l'approcher pour lui poser des questions. Là où le live permet, où les réseaux sociaux permettent ceci, ça c'est juste un petit clin d'œil à notre super fan Andaté qui dit mais pourquoi cette culture du peu de prise de risque en Suisse? Je pense qu'il imagine, il nous fait mention de l'organisation d'événements. Et parce que les gens n'ont pas envie d'avoir disons, se tromper, c'est réussir demain. Donc nous, on est enchantés parce que tout petit problème qu'on a eu, ou même grand problème, on a pu le dépasser et donc on est meilleur. Après 2 jours, on est plus grand et on sait beaucoup plus de choses qu'il y a 2 jours. Et on est très fort. Donc on est prêt à faire d'autres choses et puis dans la vie, il faut avancer. On ne va pas toujours faire la même chose. Ouais. Et c'est vrai que pour ça, il faut être très agile, il faut être prêt déjà à se lancer dans l'arène et puis voilà. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a perdu? Rien. On n'a fait qu'apprendre. C'est peut-être ça le mot de la fin que vous devriez vous garder en mémoire, hein, le take-home message qu'on pourrait délivrer ce soir, c'est de vous dire, même si vous êtes une marque, même si vous êtes une entreprise, ce qu'on a appris pendant ces 2 jours, c'est que nous étions dans ce rôle de cette marque, de cette entreprise qui communiquait pendant ces 2 jours. On a pris ces risques, on a essayé, et en fin de compte, on vous a vu très tolérant, très réceptif et surtout très compréhensible par rapport à bien tout ce qu'on a expliqué. On a aussi décidé d'utiliser la carte de la transparence pour rien vous cacher de ce qu'on a vécu, puisqu'effectivement cette crise nous a amené à être plus authentique, plus direct, plus franc. Et puis cette particularité qu'on a sur le live d'être authentique, pourquoi pas vous en servir pour votre marque, pour votre communication. En tout cas, vous nous avez donné la confirmation que ça marche. Voilà. C'est faisable, mais c'est pas si simple. Donc, quand vous partez sur du live, quand même, il faut partir avec une sacrée équipe parce que vous cachez et vous pensez que, enfin, vous laissez entendre, croire que tout est simple et magique, c'est pas le cas. Ça demande quand même une dextérité technique. Il faut avoir du contenu, il faut savoir proposer du contenu qui tient la route. Et puis après, après il faut tester. Et puis il y a énormément de plateformes. Et si une ne vous convient pas, il faudra en essayer une autre. C'est pas grave. Mais voilà, je pense que il faut qu'on continue. Oser il faut tester. vraiment partir comme un esprit de pionnier. Et ça, moi, j'ai adoré. On l'a fait vraiment avec cet esprit de se dire, voilà,
On est là pour vous, on a toujours été là pour vous et on sera encore là pour vous demain. Voilà, par exemple, à l'image des commentaires que je vois dans la chatroom, Ndate qui nous dit « Vous êtes au top », Sylvain qui nous dit « Résilience », hashtag résilience. Ben voilà, effectivement, ce sont des mots-clés très, très clairs, très, très évidents. Bravo de la part de Stéphane aussi. Merci surtout pour ces remerciements. Et Dominique, bravo. Vous vous êtes dépassé, nous dit-il ou nous dit-elle, puisqu'effectivement, ben voilà, ce qu'on a fait, vous pouvez aussi le faire. En tout cas, nous, on serait très heureux de vous aider si jamais, voilà, ça c'est la petite parenthèse autopromo. Mais c'est ce qui est dit là, ça va être le résumé de notre conférence en live. Ben, c'est carrément de prendre le risque de la faire en live. Ça, c'est pas pour vous dire que c'est pas bien pour les autres, c'est simplement que voilà, on voulait terminer cette conférence avec l'expression de ce qu'on vous raconte. Et puis, ce partage d'informations. Oui, voilà. Et puis, ce que toi, tu aimes bien dire aussi par rapport à l'image des Coming Mag Live, ben, on a du stock, on a du contenu, on a de l'inventaire. On a du catalogue, on a de l'inventaire. Et ça va parler à vos clients. Le fait de pouvoir l'amener à aller sur ces technologies, mais en plus lui montrer par l'exemple que vous avez fait les choses, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'un immense pitch pour le convaincre. Mais voilà, mais on va quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'il faut être honnête dans la vie. Et cet événement n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Exactement. Il est temps de les citer. On va les remercier un par un. On va commencer par Impact Media qui nous a soutenus pour la réalisation de ces 2 jours. Impact Media qui est venu sur un atelier, mais aussi sur une conférence. Vous les avez vus effectivement œuvrer pendant ces 2 jours. Vous les retrouverez bien évidemment sur l'espace networking. Le suivant. Ideit, notre partenaire technique, sans qui tout ça n'aurait pas été non plus possible. Merci, on vous a fait vraiment suivre. On a tous ensemble pour trouver les solutions et ça a marché. Merci. Le SAVI, comme on vous l'a dit, sur la participation des ateliers, vous serez décoré d'une attestation de participation à ces ateliers. On remercie le SAVI de ce geste et de ce soutien pour cette partie-là, très didactique et qui, a priori, vous a beaucoup plu au vu des audiences qu'on a pu constater. Exactement. Brive. Oui, la société Brive, vous savez, cette petite agence, ça me fait bizarre parce que je m'y attendais pas du tout. Et il y a un magazine, celui de la communication et des médias, qui s'appelle Coming Mag. C'est une plateforme. Oui, c'est un média. Une plateforme en ligne. Grâce à, comme je dis, grâce à toutes ces années, on arrive à faire un événement où on peut compter sur les gens et on sait à qui il faut poser les bonnes questions. Donc voilà. Exact. Et puis les 2 derniers à remercier, le meilleur d'eux, cette fameuse association qui a vu le jour sous notre impulsion depuis plus de 11 ans maintenant, même si ça fait beaucoup plus d'années qu'on travaille ensemble, et son petit dernier né, Live Streaming Production. Venez nous visiter ici à La Forge, qui héberge justement Live Streaming Production. Vous avez pu voir un petit peu de décor, mais vous le verrez sur les photos, dans les réseaux sociaux. Tout ceci sur Internet pour peut-être vous faire une idée. Mais autrement, il y a un truc très simple. Vous venez nous visiter, on sera très, très heureux de vous accueillir. Puis maintenant, on vous invite tous à nous retrouver sur Work Adventure. Vous avez reçu des invitations pour pouvoir vous connecter. Ça part maintenant ? Voilà, vous avez le lien qui apparaît dans la chatroom. Alors, encore mieux, c'est ouvert. Je viens de le chatter sans les... Voilà, magnifique. Donc, connectez-vous, vous allez voir, c'est un espace vraiment très intéressant, très novateur. Vous n'avez rien vu pareil. Tous les gens avec qui on a parlé, ils étaient tous bluffés. Donc, on rencontre des gens, on peut leur parler, des caméras s'ouvrent, on est vraiment dans l'interaction comme si on y était. Oui, et puis pour terminer, pour Work Adventure, c'est un rendez-vous qui va rester, qui va s'inscrire dans le temps, puisqu'on a testé ça pendant 2 jours. On vous vend l'idée que tous les mercredis soirs, dès 17h30, on puisse se retrouver, que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne. Work Adventure deviendra notre lien. On se retrouve mercredi prochain dans une semaine, 17h30. Mais d'ici là, dans quelques minutes, on se retrouve tous derrière notre webcam et notre micro. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreuses et nombreux à suivre cette première édition de Marketing 21. Merci à tous et demain, vous aurez tout le contenu sur la plateforme. Voilà. Au revoir. Portez-vous bien.